Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, EDF est aujourd'hui contrainte de vendre à perte une partie de son électricité d'origine nucléaire à ses concurrents qui peuvent la revendre à un prix fort sur le marché, réalisant ainsi un bénéfice très important, comme certains qui font l'actualité. Ce mécanisme pervers que je dénonce de longue date et qui a pour conséquence le saccage financier de EDF a un nom, l'Arenh. Le seul relèvement de 20 TWh auquel vous avez procédé a déjà coûté 8,4 milliards d'euros à EDF, donc à l'État, en 2022. Le 21 décembre 2021, la Commission de régulation de l'énergie publiait la liste des bénéficiaires de ce mécanisme. Parmi eux figure la compagnie gazière russe Gazprom. Gazprom, c'est le bras armé de la Russie dans sa guerre du gaz contre l'Europe. Madame la Première ministre, avons-nous laissé Gazprom bénéficier en 2022 d'une électricité subventionnée par EDF et donc par son actionnaire majoritaire, les Français, première victime de l'explosion des prix de l'énergie? Si oui, sur quel volume? Plus largement, quel volume d'électricité ont été délivrés par EDF à chacun des bénéficiaires? C'est une demande que j'ai évidemment déjà formulée à la CRE à plusieurs reprises, sans réponse. Il me semble que la représentation nationale doit en avoir la communication. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel. Vous savez comme moi que le mécanisme de l'Arenh, sur lequel on peut discuter de ses effets à moyen terme et notamment de son impact sur l'objectif qui lui avait été imputé, à savoir développer de nouvelles capacités de production électrique, c'est une très bonne discussion, mais je vais revenir sur le propos que vous avez formulé. Aujourd'hui, l'Arenh bénéficie aux consommateurs d'électricité. Il bénéficie aux ménages qui n'avaient pas accès aux tarifs régulés. Il bénéficie aux entreprises qui n'ont pas accès aux tarifs régulés. Il bénéficie aux collectivités locales qui ne bénéficient pas de l'accès aux tarifs régulés. Vous le savez, on l'a dit plusieurs fois sur ces bancs, c'est ça qui a permis cette année de préserver 45 000 emplois industriels dans 150 entreprises, dont certaines que vous avez suivies de très près, je pense à Ferropem. Vous le savez aussi que c'est ça qui a permis de faire un tampon sur l'augmentation des prix de l'électricité, puisque pour les collectivités locales, c'est plus 20% au lieu de plus 40%. Pour les électro-intensifs, les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité, c'est un prix de plus 40 ou 60% auquel elles auraient dû faire face. Alors s'il vous plaît, Madame Battistel, ne confondons pas les sujets. L'Arenh, qui est un mécanisme qui a bénéficié aux consommateurs, et les sujets des producteurs d'électricité ou des distributeurs sur lesquels nous avons avec la CRE mis des contrôles et dont nous allons renforcer les pouvoirs de sanction de la CRE pour qu'elle n'utilise pas des mécanismes de manière indue. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Battistel. Oui, Madame la Ministre, je note que vous ne m'avez pas répondu sur la question très précise de Gazprom, parce que je pense que les consommateurs n'en sont pas bénéficiaires, comme vous le dites. Et du coup, dans la même logique, prévoyez-vous toujours de laisser Rosatom, la compagnie d'État russe, prendre 20% des parts dans le cadre du rachat de General Electric des turbines Arabelle, qui est aussi le fleuron de notre industrie nucléaire? C'est un peu le même sujet. Moi, je souhaite que vraiment la CRE nous donne à la fois la liste des bénéficiaires de l'Arenh et les volumes qui lui sont attribués. Je pense que c'est quelque chose qui doit être public. Aujourd'hui, nous n'avons que la liste de 2021 sur laquelle figure Gazprom, et la liste de 2022, nous ne l'avons pas. Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, le prix du gasoil dépasse les 2 € le litre. Les tarifs des différentes sources d'énergie augmentent considérablement. Les produits de première nécessité, tels que les pâtes ou le beurre, voient leur prix augmenter de 22 à 47%. La liste est longue de tout ce qui concourt à la vie quotidienne des Français, dont une partie d'entre eux n'aura pas d'autre choix que de se priver dans les semaines à venir. Et nous savons tous ici qui seront les premiers à sacrifier des biens pourtant indispensables à ce que l'on qualifie de vie décente. Vous répondez primes aléatoires, défiscalisation et désocialisation d'heures supplémentaires, rachat de RTT et autres mesures qui finalement n'impliquent que les salariés eux-mêmes.
Mais vous refusez obstinément de satisfaire notre demande et surtout celle des salariés d'initier un grand débat sur les salaires. Les salariés ne demandent pas l'aumône, ils veulent vivre de leur travail. Vous ne cessez de rappeler la valeur travail, souvent d'ailleurs pour stigmatiser ceux qui en sont privés. Nous vous répondons, pas de valeur travail sans travail de valeur. Et la valeur d'un travail se mesure entre autres à l'aune de sa rémunération. Depuis 2008, les salaires des 10% les mieux payés ont augmenté 3 fois plus vite que ceux des 10% les moins rémunérés. Est-ce que le travail du patron d'une grande enseigne vaut 300 fois le travail de sa caissière? Il est temps de parler du partage de la masse salariale dans les entreprises. Quand mettrez-vous en œuvre une conférence nationale afin de poser enfin tous ces sujets et soutenir par là même tous les salariés de France? Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, monsieur Olivier Dussopt. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Lubin, vous avez débuté votre question par l'inflation et la situation de l'inflation. Et je pense que vous auriez pu faire le constat avec nous que nous sommes le pays en Europe qui, par les mesures mises en place, le bouclier tarifaire sur les questions énergétiques, les aides que nous apportons aux ménages, a permis de réduire l'inflation le plus possible. Nous sommes autour de 6,5%, c'est beaucoup, c'est plus que ce que nous avons connu depuis 1985, mais c'est bien souvent presque la moitié de ce que connaissent nos voisins européens, et c'est aussi la démonstration que la politique que nous menons protège les Français. Vous nous appelez finalement à une augmentation de salaire. Nous avons une conviction, c'est qu'une augmentation générale de salaire ne se décide pas par la loi, cela relève du dialogue social, j'y reviendrai. Nous avons une autre conviction, c'est que l'augmentation ou l'indexation du SMIC, que vous avez parfois appelé de vos voeux dans les débats, ne concerne finalement qu'une partie des salariés, alors que notre position est de nourrir, de pousser au dialogue social. La Première ministre l'a dit tout à l'heure, nous encourageons les branches et les entreprises au dialogue. Et dans le cadre du dernier projet de loi de financement rectificatif, vous avez voté, le Parlement a voté des mécanismes permettant d'accélérer l'ouverture des négociations dès lors qu'un des niveaux de rémunération conventionnelle serait inférieur au SMIC. Il faut ajouter à cela des outils que vous n'avez pas mensitionnés. Vous avez parlé de défiscalisation, vous avez parlé de désocialisation. Vous avez oublié de dire les efforts que nous faisons pour améliorer le partage de la valeur, faire en sorte que les accords d'intéressement soient plus faciles, faire en sorte que les primes que vous qualifiez d'aléatoires et qui bénéficient à des millions de Français soient elles aussi plus faciles à verser. Et je peux vous assurer que celles et ceux qui peuvent en bénéficier sont heureux d'en bénéficier bien plus que les mots que vous prononcez pour les décrire ou pour les qualifier. Vous avez dit que depuis 2008, et d'ailleurs cela interroge sur la responsabilité des uns et des autres, tous confondus, sur cette même période, il y aurait un écart croissant qui s'est creusé. Grâce aux outils de redistribution dont notre pays dispose, l'écart entre le premier et le dernier décile ne s'est pas creusé. Il ne s'est pas creusé parce que nous avons un système redistributif qui permet de compenser les écarts entre les revenus primaires, et nous devons aussi en faire une fierté. Dans quelques semaines, j'aurai l'occasion, sous l'autorité de la Première ministre, d'ouvrir une négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur. Ça sera une première, et j'espère que l'énergie que vous mettez à critiquer la politique du gouvernement, vous pourrez l'utiliser à meilleur escient en accompagnant cette discussion. Madame Lubin. Mon énergie, Monsieur le Ministre, je continuerai à la déployer au service des salariés qui, malgré tout ce que vous venez de nous dire, et dont une partie effectivement relève du factuel, notamment sur les aides, mais tout ce que vous venez de nous dire, visiblement n'est pas entendu par la majorité des salariés qui ont besoin de cette conférence salariale pour que tous les employeurs de France, à la mesure de leurs moyens et de la taille de leurs entreprises, soutiennent leur pouvoir d'achat. Mais je constate que vous êtes plus prompt à dégainer le 49.3 pour mettre fin à un débat budgétaire pourtant absolument riche, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre Véran, qu'à organiser ce que les salariés demandent de leur vœu depuis un petit moment maintenant. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, hier, à Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Rennes, Grenoble, Strasbourg, en Seine-Saint-Denis et ailleurs en France, 2000 enfants ont dormi dehors, à la rue. Et les mots du président de la République en 2017 résonnent cruellement aujourd'hui. Je ne veux plus, avait-il dit, d'ici la fin de l'année, voir des femmes et des hommes dans la rue, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité. 5 ans après, c'est un drame qui se joue encore et encore au quotidien, sous nos yeux et avec des conséquences terribles pour les enfants. Notre pays, pourtant signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, se met quotidiennement en situation d'illégalité en laissant chaque soir ces 2000 enfants sans logement. L'hébergement d'urgence relève en effet des compétences de l'État. Mais où est l'État ? À Rennes, ville de ma circonscription, la municipalité
tente de pallier la non-réponse de l'État, hors de ses compétences et à ses propres frais. Mais il reste des dizaines d'enfants à la rue qui attendent l'action de l'État. Avec plusieurs collègues députés, dont une députée de votre majorité, nous avons signé une tribune initiée par la Fondation Abbé Pierre qui appelle à mettre fin au scandale des enfants à la rue. Je vous invite toutes et tous à la découvrir. Les collectivités territoriales et le monde associatif sont les rustines d'un État défaillant qui, de surcroît, prévoit de supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence dans le projet de loi de finances pour 2023. Madame la Première ministre, il faut agir immédiatement. Quelles actions comptez-vous prendre? Et allez-vous remettre les 14 000 places d'hébergement d'urgence dans le projet de loi de finances? Le groupe des députés socialistes et apparentés a déposé plusieurs amendements en ce sens. Allez-vous les accepter? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Boulou, vous avez raison, la question des enfants à la rue et sans domicile est une situation insupportable que nous n'acceptons pas plus que vous. Je voudrais d'abord vous dire que la situation de ces enfants n'est pas due à une reprise, par exemple, des expulsions locatives. Elle n'est pas due non plus à la baisse de l'hébergement d'urgence, puisque hier soir encore, il y avait 197 500 places d'hébergement d'urgence dans notre pays, soit plus de 60 000 places supplémentaires qu'en 2017. Jamais un effort a été fait de manière aussi importante pour l'hébergement d'urgence depuis de nombreuses années. Je voudrais vous dire, puisque cette situation est absolument insupportable, que dès demain matin, avec la secrétaire d'État Charlotte Cobel, nous recevrons à nouveau les associations porteurs de cette situation pour essayer de trouver une solution pour chacun de ces enfants, association que nous avions déjà vue à la rentrée scolaire et auquel nous avions demandé qu'elle nous signale l'ensemble de ces cas. J'ai aussi demandé à nouveau au préfet de faire un recensement des différents cas connus pour que nous trouvions une solution pour ces enfants sur leur territoire et aussi sur l'ensemble du territoire national, car vous le savez, cette situation ne peut pas se régler à l'échelle des grandes métropoles, mais doit se régler sur l'échelle de l'ensemble de notre territoire. Enfin, je veux vous le dire, notre priorité, comme la vôtre, c'est le passage de la rue au logement à travers le logement d'abord, et nous continuerons avec le gouvernement à porter ce dispositif extrêmement important qui nous permettra de continuer à lutter contre la très grande précarité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi ici d'être pour quelques instants le porte-parole des régions, des départements, des intercos, des villes et des villages de notre pays. Ces collectivités qui, encore une fois, sont très largement impactées par l'inflation et qui voient leurs coûts multipliés par 8 à cette date. Rappelons quand même que ces collectivités représentent 70% de l'investissement public dans notre pays. Et donc, sans leur investissement, c'est des pans entiers de notre économie qui s'effondreraient et des emplois qui seraient détruits. Rappelons qu'ici, sur ces bancs-là, nous sommes tous à travailler au quotidien avec les élus, avec les associations d'élus. Nous étions d'ailleurs dans le Val d'Oise ce week-end avec mes collègues ici présents. Et qu'est-ce qu'on constate chez les élus locaux que nous rencontrons? D'abord, pour la première fois, ils n'arrivent pas à boucler leur budget. C'est une première. Ils nous disent qu'ils sont aujourd'hui dans l'obligation de s'interroger sur la fermeture de services, sur la suppression de postes. Et on ne peut qu'imaginer les Français qui, dans quelques semaines, quelques mois, iront dans leur piscine, dans leur gymnase et trouveront porte close parce qu'il n'y aura pas pour les collectivités les moyens d'ouvrir, de les financer. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est relativement simple. Qu'entendez-vous modifier dans votre projet de loi de finances 2023 sur les collectivités pour qu'enfin ces collectivités puissent fonctionner dignement et répondre aux services publics? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, Monsieur Béchu. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Temal. Les élus que vous avez croisés dans le Val d'Oise, les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs des autres groupes les rencontrent aussi. Et personne ne peut nier que ce retour de l'inflation, à des niveaux que nous n'avons pas connus, même si elle est plus faible en France qu'ailleurs, elle n'aide pas dans les équations dont nous parlons. À cela s'ajoute la question de l'énergie,
et puisque vous vous êtes fait le porte-parole des départements, des régions, des villes et des villages, je veux quand même rappeler que les villages de ce pays sont protégés par le bouclier tarifaire qui est le même que celui qui vaut pour les ménages. Je vais donc me concentrer sur les autres strates de collectivité. Première chose, si l'inflation pèse sur les dépenses, elle contribue parfois aux recettes. La progression des recettes de TVA des régions, c'est 9% pour l'année en cours. La revalorisation des bases d'imposition, c'est plus 1,2 milliard. Et la revalorisation automatique, ce sera davantage l'année prochaine. Deuxième chose, des difficultés de bouclage pour les budgets. Les collectivités locales en ont connu quand des gouvernements que vous souteniez ont baissé de 11 milliards la DGF il y a de cela quelques années. Pour la première fois depuis 13 ans, un gouvernement, celui qui est dirigé par Elisabeth Borne, propose de revaloriser le montant de la DGF de 200 puis 320 millions et ces chiffres vous seront présentés dans quelques jours. Quatrièmement, un filet de sécurité autrement plus robuste et plus solide que celui que vous aviez contribué à construire pendant le PLFR sera inclus dans le PLF qui vous sera transmis. Et ça n'est que la deuxième étape de notre grande bataille qui consiste d'abord à obtenir une baisse des prix de l'énergie. C'est ce qui se joue demain et après-demain au Conseil européen. Et la réflexion, plus que la réflexion, l'établissement d'un dispositif de protection tarifaire pour les collectivités et pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par le TRV à ce stade. 1, on se bat à l'échelle européenne. 2, on utilise la contribution sur les rentes pour solvabiliser des dispositifs de compensation. 3, on prévoit un filet de sécurité plus pour compenser ce qui reste. Monsieur Thémal. Très bien. Monsieur le ministre, je ne suis pas certain que le maire Béchu tiendrait les mêmes propos que vous. Et je vous rassure, j'ai bien indiqué dans ma question que je parlais au niveau de pour tous les bancs. Je ne parlais pas que de mes amis politiques, je parlais de tous les bancs. Je crois que tous les sénateurs, sénatrices ici rencontrent les mêmes difficultés quand ils rencontrent les maires. Vous nous parlez des villages, tant mieux. Mais quand on rencontre les maires des villages, ils nous disent la même chose. Et je vous rappelle que vos dispositifs fait que 45 millions de Français ne sont pas inclus dans vos mesures. Et donc, ils vont être, eux, pénalisés aussi. Donc, la question, on peut toujours tourner en rond. Mais aujourd'hui, ce qu'on propose simplement, les associations d'élus, c'est qu'il y ait un bouclier fiscal pour toutes les communes, et qui n'impacte pas non plus leur capacité à investir dans l'avenir. Ça, vous pouvez au moins l'accepter ou pas. C'est ça la vraie question qui nous est posée. Et puis, il y a aussi la question des bases locatives, etc. Parce que vous nous parlez de mesures, mais je vous rappelle que vous retirez la CVAE, c'est 8 milliards de moins pour les collectivités. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, encore une condamnation pour inaction. Avant-hier, le Conseil d'État a condamné l'État à une astreinte de 20 millions d'euros pour non-respect des seuils de pollution de l'air en dioxyde d'azote dans les grandes agglomérations Paris, Lyon, Marseille sur la période du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2022. L'État avait déjà été condamné il y a 1 an pour les mêmes raisons à 10 millions d'euros. Cela sanctionne l'insuffisance des mesures et moyens mis en œuvre pour ramener les émissions de ce gaz sous le seuil de 40 microgrammes par mètre cube. Principal émetteur, les moteurs thermiques, soit le trafic routier. Ce gaz, le dioxyde d'azote, se dissout dans l'eau pour donner de l'acide nitrique. C'est d'ailleurs un procédé de fabrication de l'acide nitrique, produit corrosif par excellence. Très concrètement, si vous le respirez, mesdames et messieurs les ministres, et mes chers collègues, dans votre nez, dans vos poumons, qui sont humides, le dioxyde d'azote va s'y dissoudre dans cette humidité et c'est de l'acide nitrique dilué qui va se former sur les parois de votre nez et dans vos poumons. C'est pourquoi vous allez ressentir des picotements et des irritations. Et si vous y êtes exposé régulièrement, des inflammations. Avec pour conséquence des quantités de pathologies, crises d'asthme, maladies pulmonaires, cancer du poumon. Les plus vulnérables, les enfants donc, et les plus pauvres sont les plus touchés. Bilan annuel, 40 000 décès prématurés. Dans la nature, c'est le même phénomène de formation d'acide nitrique au contact de l'eau qui provoque pluie acide, acidification des océans, eutrophisation des eaux douces et qui constitue un facteur majeur de baisse de la biodiversité. Or, le trafic routier par camion n'a pas baissé, il s'intensifie. Le fret ferroviaire n'est toujours pas revenu au niveau des années 80, soit 30% du transport de marchandises, et les mobilités douces ne sont toujours pas suffisamment encouragées. Monsieur le ministre, pensez-vous que nous soyons sur la bonne voie? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, nous avons évidemment pris acte du maintien par le Conseil d'État de ces astreintes pour les 2 semestres depuis la condamnation d'août 2021. Je ne doute pas, compte tenu du degré de précision dans lequel vous êtes entré, que vous avez lu cet avis du Conseil d'État, qui pointe le fait qu'il y a un maintien de dépassement de seuil, mais une amélioration de la situation. En 2017, nous avions 13 agglomérations qui étaient en dépassement de seuil. Ce chiffre est passé à 8 en 2020, à 5 en 2021, et il est de 3, Paris, Lyon et Aix-Marseille, à la minute où nous parlons. Mais le sujet, ce n'est pas le nombre d'agglos, c'est bien d'abord le nombre de décès, plus de 40 000. Plus de 40 000 décès liés à la pollution de l'air. Et notre engagement, il est de faire en sorte de diminuer ces décès. La ligne du gouvernement, c'est la protection des Français. Et cette protection, elle vaut d'abord sur les sujets environnementaux, de façon extrêmement concrète. Ce que le Conseil d'État nous appelle, c'est à amplifier, à renforcer ou à rendre plus efficientes les zones à faible émission. Mardi prochain, je recevrai au ministère, avec Clément Beaune, les présidents des intercommunalités, des métropoles, les maires de toutes les villes de plus de 150 000 habitants pour faire un point sur là où nous en sommes. Une dizaine d'agglomérations y sont déjà passées, d'autres pas. Certaines rencontrent des difficultés, d'autres anticipent des difficultés. On a de vrais sujets d'accessibilité sociale, parce que les ZFE ne doivent pas être des moyens d'empêcher les plus fragiles d'entrer dans les villes. Il y a donc la question des compensations, il y a la question des moyens, il y a la question de l'information, il y a des dispositifs innovants, avec Strasbourg qui teste un pass, avec d'autres qui majorent des aides ou des primes à la conversion. Tous ces sujets seront sur la table, avec un objectif, protéger les Français, améliorer la qualité de l'air, tout particulièrement dans le domaine du dioxyde d'azote et des particules fines.